Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sylvie Matera. Bonjour Sylvie. Bonjour. Économiste, senior advisor, cabinet de conseil et d'audit Mazars. À côté de vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour Raphaël. Économiste et conseiller économique de la société de gestion Osiam. Et Olivier Redoulès. Bonjour Olivier. Bonjour Raphaël. Directeur des études de Rexecode. Je vais me tourner vers vous Olivier pour commencer d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un Choose France. Pour la France, alors un exercice de communication qu'on commence à bien connaître sur les investissements qui sont réalisés dans le pays. 30 milliards annoncés aujourd'hui, plus de 150 projets. Oui mais, on a de l'autre côté tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et il y a comme une dissonance entre les deux petites musiques, quoi. On voit que le gouvernement, les politiques essaient de raccrocher les wagons avec les entreprises, mais que le cœur n'y est pas vraiment. Oui, en fait, il y a une dissonance très forte entre la réalité économique qui pousserait plutôt à avoir plus d'investissements et puis l'atmosphère qui est liée au débat parlementaire, au débat budgétaire, au final, l'épée Damoclès des finances publiques qui met tout ça sous hypothèque. Si on regarde les données, on a été plutôt surpris par la bonne tenue de l'investissement ces derniers mois. En fait, même depuis la dissolution, l'investissement n'a non seulement pas baissé, mais même il s'est plutôt stabilisé. Alors, plus 0,9% au troisième trimestre, c'est une vraie surprise. Effectivement, on a une bonne croissance d'investissement ces derniers mois. Et quand on regarde les enquêtes, ce qu'indiquent les entreprises en termes de besoins d'investissement ou de commandes de biens d'investissement, c'est plutôt positif. On serait presque tenté de mettre une croissance de l'investissement en 2026. C'est ce qu'on a fait, nous, dans notre dernière prévision de Rexecode. Et de fait, en fait, certes, on a une baisse de l'investissement par rapport à notre tendance pré-crise. On a à peu près 10% sur la tendance pré-crise, mais en fait, on a vu un vrai boom à la sortie de Covid. Mais cette baisse, elle est due notamment à des chocs d'offres comme la crise des prix énergétiques, à la hausse des taux d'intérêt. Oui. Et donc, il y a une forme d'ajustement qui s'est fait dans l'économie. Et spontanément, on voit que les entreprises, elles auraient envie d'investir. Après, il y a le sujet, effectivement, de toute l'incertitude qui vient liée au débat budgétaire. Oui. Voilà, et donc, nous, on interroge régulièrement les entreprises. On interroge, par exemple, avec l'enquête BPI France, le lab Rexecode, et effectivement, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Les réponses, elles nous disent que les comptes publics, c'est un sujet, que l'incertitude les conduise à repousser des embauches et des investissements. Elles nous disent qu'elles craignent aussi que la hausse des taux d'intérêt du souverain pèse sur leur capacité de financement. Oui. Et là, de fait, on sent qu'il y a un climat anxiogène. Mais dans le lot, en fait, c'est parfois compliqué de lire les signaux parce qu'il y a la dynamique spontanée de l'économie qui serait plutôt positive et on aura envie de dire il suffirait de peu peut-être de stabiliser la situation budgétaire, pas forcément de baisser les impôts, mais juste de ne pas finir avec ces 53 milliards, peu importe le chiffre de hausse qui nous soit annoncé, pour que ça redémarre. Mais là, on a un problème d'incertitude qui est assez majeur et qui pèse sur le moral des entreprises. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles s'expriment de plus en plus. On a eu une tribune de patrons, on a eu une oui, c'est ça, hein, on a vu beaucoup de prises de parole. On a eu aussi le Fonds économique du MEDEF qui s'est exprimé. Donc voilà, on a une expression qui commence à alerter les parlementaires, le gouvernement, sur le risque qu'il y a à tuer cette reprise de l'investissement qui commençait à pointer le bout de son nez. Est-ce que, Sylvie Matera, est-ce que Choose France va suffire à renouer le dialogue, à recoller les morceaux entre entreprises et politiques? Non, il y a un petit problème de timing, où effectivement, où on trouve c'est un peu curieux ce sommet juste là, ça va être opération séduction. On est mais ça semble tellement antinomique avec l'atmosphère actuelle que ça fait un petit peu bizarre. Ce que n'aiment pas du tout les investisseurs, en fait, c'est l'incertitude. Je crois que en tant qu'investisseur, on aimerait mieux avoir, même si c'est des mauvaises nouvelles, mais des choses certaines et la possibilité de se projeter dans un avenir. Parce qu'un investissement, c'est pas quelque chose qu'on fait à court terme. Ce qui est souhaitable, c'est de développer les investissements à long terme. Mais pour ça, il faut un environnement qui permette à l'investisseur de se projeter dans des conditions plus ou moins certaines. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une instabilité permanente. Alors, je crois que le débat budgétaire est un bon débat démocratique, c'est très bien, mais d'un autre côté, ça crée un climat un peu anxiogène pour les chefs d'entreprise et les investisseurs potentiels, qui est tout à fait qui donne un climat qui n'est pas du tout ce qu'il faudrait pour ce type de discussion aujourd'hui. Donc voilà.
Et pourtant, on voit la croissance qui tient, Patrick Artus, 0,5% au troisième trimestre. On voit l'investissement qui tient, plus 0,9%, je redonne les chiffres, au troisième trimestre. La France, c'est la moitié de la croissance de la zone euro. Oui, alors au troisième trimestre, c'est quand même étonnant, ce hiatus. La croissance, c'est 0,5. Le seul pays qui a fait mieux, c'est l'Espagne, qui est à 0,6. L'Allemagne et l'Italie sont à 0. Cette croissance ne vient à peu près que de deux secteurs, c'est-à-dire le matériel militaire et l'aéronautique. Donc on vend des avions et on vend du matériel militaire. Il y a des exportations extrêmement fortes. Oui. Et hors exportation, on a une demande intérieure qui stagne. Voilà. Alors je reviens sur l'investissement. Oui. Je crois qu'il faut comprendre que d'abord, nous n'avons pas d'excès d'épargne. L'Europe tout entière a un excès d'épargne, mais la France n'a pas d'excès d'épargne. 6 000 milliards, Patrick Artus. Non, mais cette épargne a été utilisée. Quand on regarde la balance courante de la France, elle n'est pas excédentaire. Donc, ce n'est pas la balance courante de l'Europe. Et donc, on peut avoir deux politiques. Une politique qui privilégierait l'investissement, ou une politique qui serait la continuation de la politique qui a été menée dans le passé, qui privilégie le soutien de la dépense publique et de la consommation des ménages. Alors, malheureusement, le Parlement a préféré continuer à soutenir la consommation. Oui. Et donc, à crédit. À crédit, oui, mais enfin, je veux dire, les orientations stratégiques, c'est je ne fais pas d'économie sur les dépenses de protection sociale, donc c'est du soutien de la consommation, en finançant ça par une hausse de la pression fiscale. Et donc, c'est très mauvais normalement pour l'investissement. C'est bon pour la consommation et c'est mauvais pour l'investissement. Alors, les chiffres du troisième trimestre d'investissement. Oui, parce que là, on ne comprend pas du coup. Oui, mais Olivier n'a pas parlé du détail sectoriel. L'investissement industriel recule. Ce n'est que l'investissement en technologie, dans l'IA, dans les ordinateurs, dans les réseaux de télécom. C'est l'investissement en nouvelles technologies qui progresse. Alors ça c'est assez normal parce que les entreprises ne peuvent pas ne pas le faire. Et donc on voit que les entreprises renoncent. Enfin, il y a 70% des entreprises qui disent qu'elles renoncent à des investissements ou qu'elles n'augmenteront pas leurs investissements. 70%. Oui. Mais les entreprises renoncent à des investissements, sauf aux investissements qu'elles ne peuvent pas arrêter, qui sont les investissements de modernisation technologique. Et donc finalement, on a une économie qui va reposer sur très très peu de piliers. On a le matériel militaire, l'aéronautique, on a le luxe qui repart un petit peu, et puis on a les dépenses de technologie des entreprises qui vont continuer à progresser parce qu'on ne peut pas ne pas investir dans l'IA. Mais c'est très très peu de piliers pour soutenir l'économie. Ce que vous nous dites donc là, Patrick Artus, c'est que c'est assez fragile. Vous partagez ce constat, Olivier ? Oui, tout à fait. Alors moi, effectivement, si on regarde les chiffres agrégés, c'est plutôt positif, et notamment quand on regarde les anticipations des entreprises. Mais c'est vrai qu'en termes de secteur, on est toujours en recul par rapport à 2019 ou autre. Avant crise. Si on prend notamment tout ce qui est le bâtiment, en fait, les lieux de production, les investissements en construction, mais aussi en machines et équipements, en fait, on a une marche plus bas. La question, c'est, ces derniers temps, on voyait dans les enquêtes, notamment par exemple des enquêtes auprès des fabricants de biens d'équipement, des perspectives positives. Et ça nous laisse anticiper quand même qu'ils font du dynamisme, sans doute d'ailleurs pour du renouvellement, parce qu'effectivement, quand on interroge les entreprises sur leurs motifs d'investissement, on voit que quasiment tous les motifs baissent, sauf celui où là où on se concentre exactement comme dit Patrick, c'est sur moderniser, renouveler, entretenir l'appareil productif. Donc la marge, ce qui fait la croissance, elle n'est plus là, de fait. Mais il y a des besoins de renouvellement. Ce qui est quand même dommage, c'est que on avait commencé à vouloir créer une dynamique différente avec améliorer la politique d'offres, améliorer les conditions de... 10 ans de stabilité fiscale qui disparaissent cette année. Et tout d'un coup, on a l'impression d'un retour en arrière et d'une espèce de gâchis finalement, puisque là, on fait beaucoup de mal aux perspectives d'investissement. Effectivement, c'est un choix clair pour la consommation et pas pour l'investissement, ce qui est le contraire de ce qu'il faudrait faire si on est... Ça veut dire qu'on ne prépare pas l'avenir. C'est-à-dire surtout que la consommation va pas fort. Si la consommation allait vers des produits français qui nécessiteraient alors de l'investissement, pourquoi pas ? Mais c'est pas le cas en plus. Donc c'est vraiment un raisonnement à court terme de privilégier la consommation à court terme plutôt que l'investissement à moyen long terme. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on avait créé une dynamique qui commençait à être positive. Patrick, puis Olivier. On a une circulation financière très étrange parce que les ménages épargnent de plus en plus. Oui.
Donc l'État fait de plus en plus de déficits. Par crainte de hausse, il y a un effet ricardien aussi, hein, par crainte de hausse des impôts ou oui, par crainte aussi du vieillissement. Les ménages qui épargnent beaucoup, c'est les plus de 65 ans. Hein. Oui. C'est les ménages aisés de plus de 65 ans qui font l'essentiel de l'épargne. Enfin, ils s'inquiètent de leur futur, ils s'inquiètent de l'avenir de leur retraite, ils s'inquiètent de la alors qu'elle ne cesse d'augmenter, pourtant. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a cette hausse de l'épargne des ménages et l'État l'emprunte en faisant des déficits publics pour soutenir la consommation des ménages. Et les ménages ne consomment pas, ils épargnent. Donc en fait, l'État s'endette pour permettre aux ménages de lui prêter. Et bon. Mais on est dans une mécanique sans fin et infernale, donc là, qui nous met dans le mur. Ouais. C'est aussi ridicule que ce qu'on a fait pendant le Covid. Rappelez-vous, pendant le Covid, on faisait des dépenses de soutien de la consommation alors que les ménages ne pouvaient pas consommer. Et donc, on avait fait exploser le taux d'épargne, ce qui servait absolument à rien, sauf à faire du déficit public. Des dizaines et des dizaines de milliards. Il y a une gestion épouvantable des finances publiques. C'est une gestion très inutile. Et à nouveau, Sylvie l'a dit, il faudrait absolument changer d'horizon. Je veux dire, il faut soutenir la consommation dans 5 ans ou dans 10 ans, et ça veut dire soutenir l'investissement aujourd'hui. Olivier Rodolès. C'est une politique dramatique parce qu'elle est vraiment à court terme. Elle est vraiment dictée par les prochaines élections. Les prochaines élections, c'est vraiment ça. Olivier. Effectivement, sur l'épargne, et puis on voit que la façon dont les revenus ont été versés vers les seniors, la montée en charge des dépenses de pension des finances publiques, mais pas que, parce que quand on parle des seniors, il y a aussi l'assurance maladie, on voit que ça a aussi transformé la façon dont les revenus sont faits. En fait, il y a une part croissante aussi des revenus financiers, parce que les gens, ils épargnent, ça reste sur des comptes, et donc en fait, on a aussi une hausse du patrimoine des seniors qui est assez inexplicable, qui n'est pas compréhensible d'un point de vue de la théorie économique où on se dit à un moment donné il faudrait désépargner. Mais là non, en fait, parce que l'argent continue d'arriver pour les retraités, pour les seniors aisés, mais on peut être financé par les actifs, financé par les actifs, et ça pose. Donc on prend l'argent aux actifs pour les donner aux retraités qui les mettent sur leur compte bancaire, quoi. Si je résume, façon, c'est ça, effectivement. C'est très bizarre. Ce qu'évoque Olivier, c'est la théorie habituelle du cycle de vie. Oui. Donc, c'est-à-dire, quand je suis jeune, je m'endette pour acheter un logement, en gros. Quand je suis d'âge moyen, j'épargne beaucoup, et quand je prends ma retraite, je commence à désépargner. Ouais. Alors cette théorie est valide en Allemagne, aux États-Unis, dans plein de pays, sauf en France. En France, plus je suis vieux, plus j'épargne, en gros. Et donc, il y a une spécificité française. On n'a pas du tout de ce cycle de l'épargne dans la vie en France. Mais qu'on explique comment ? Je pense l'exception franco-culturelle. L'incertitude, la conviction que les systèmes de retraite et les systèmes de santé vont continuer à se dégrader, donc il faudra mettre de plus en plus de sa poche. Le prix très élevé des maisons de retraite, par exemple. Voilà, donc, et puis une défiance envers l'avenir, quoi. Et puis le motif de transmission. Les Français ont un très fort motif de transmission. Ils veulent léguer du patrimoine. Mais au-delà des départementaux, on ne rate pas le problème d'une allocation des ressources, qu'on met 14% du PIB. Sur une population qui, en fait, on n'a pas forcément plus de gens âgés que dans d'autres pays. On a un sujet, en fait, on a un problème d'allocation des ressources vers, justement, quand on est senior, on a forcément un peu moins de projets d'avenir, on ne prend pas forcément plus de risques. Alors, on ne sera pas forcément d'accord avec Patrick sur mais ça, c'est pas vrai, malheureusement. Mais de fait, à la fin, en fait, on se retrouve à un problème d'allocation de la richesse nationale qui ne va pas forcément là où elle devrait aller. On se retrouve avec une accumulation à la fois des revenus et des ressources, pas là où elle rémunérerait le travail et là où elle rémunérerait la croissance. On n'a pas plus de personnes âgées que dans d'autres pays, mais on a plus de personnes âgées inactives que dans d'autres pays. Et ça, c'est un vrai le problème du taux d'emploi des 55-64 ans. Exactement. Et en fait, en bloquant ce départ de l'âge à la retraite, c'est pas tellement l'âge en tant que tel, c'est que quand on est fixé à ça, c'est-à-dire qu'on limite le taux d'emploi des seniors. Et là, c'est une grande différence entre la France et les autres pays européens. Et c'est lié. Et donc, c'est un des aspects négatifs, également un des autres grands aspects négatifs de bloquer cet âge de départ à la retraite, c'est qu'on limite l'emploi des seniors parce qu'à partir de 58 ans, les gens se disent finalement, je vais me mettre en pré-retraite ou ça vaut plus la peine, même pour un chef d'entreprise, d'investir dans la formation de quelqu'un de 58 parce qu'il sait qu'à partir de 62, 63, il sera plus là. Ce qui, dans d'autres pays, est différent puisque l'horizon est encore de presque 10 ans. Et donc, ça vaut le coup de former, d'investir. Et donc, je pense qu'un de nos problèmes, c'est au-delà de l'âge de la retraite, c'est le taux d'emploi des seniors. Et on va geler la retraite à 62 ans et 9 mois.
Donc encore une décision orthogonale. Vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure, Patrick, avec ce que disait Olivier sur les prises de risque chez les seniors. Non, mais si on regarde le taux de détention d'actions, le taux de détention d'actions le plus élevé, c'est les plus de 65 ans, quoi. Donc, même les plus de 75 ans. Donc, en fait, il y a une rumeur qui est fausse, qui est que les personnes âgées des rumeurs, Olivier Rodoulès. Les personnes âgées prennent beaucoup de risques financiers, et l'explication, c'est qu'elles n'ont plus de risque de revenus. Oui. Et quand j'ai 40 ans, je peux perdre mon emploi, donc j'ai un énorme risque de revenu. Quand j'ai 70 ans, je peux plus perdre mon emploi. Vous êtes en train de nous dire que plus on est âgé, plus on prend de risques, Patrick Artis. Plus on détient d'actions. Donc c'est plutôt bon pour le financement de l'économie, finalement. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait que l'épargne des seniors est assez productive quand même. Elle s'investit beaucoup dans l'économie. Bon, bonne nouvelle, on en a besoin en ce moment. Une dernière question, est-ce que la réindustrialisation est un rêve fou qu'on a effleuré du doigt mais qui est d'ores et déjà abandonné? On voit que le nombre de fermetures d'usines est depuis 2 ans maintenant supérieur à celui du nombre d'ouvertures. Olivier Rodoulès. Non, c'est un vrai sujet qu'on regarde. Alors si on compte les ouvertures d'usines, effectivement on a un solde négatif et il y a 2 baromètres qui nous disent ça. Oui. D'ailleurs, je vous encourage tous à lire demain quand il sortira le baromètre de l'industrie en mouvement de la Société d'encouragement de l'industrie nationale Favexecode, qui donnera un panorama d'ensemble, le tableau de bord de la situation de l'industrie. Mais là, je vais plutôt pessimiste, on ne veut pas déflorer les résultats. Mais en mouvement, ça peut aller à la hausse comme à la baisse. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les soldes, par exemple, ce que calcule le Trendéo ou même la Direction générale du Trésor, c'est que les soldes sont négatifs sur les ouvertures d'usines de nouveaux sites. Par contre, quand on regarde les données de la direction, pardon, c'est pas la Direction générale du Trésor, c'est la Direction générale des entreprises. En fait, quand on regarde les extensions de sites existants, ça permet de nuancer. En fait, c'est souvent ça en France. On a des sites existants qui continuent à croître. Par contre, on a plus de mal à créer de nouveaux sites. Et de fait, en fait, si on veut faire un petit peu le bilan de réindustrialisation, un bon indicateur, c'est par exemple l'emploi industriel. L'emploi industriel, il avait fortement augmenté entre 2017 et 2023, globalement. Maintenant, on a gagné 130 000 emplois, je crois, depuis 2017. Plus de 100 000, 130. 130, oui, c'est ça. 000, mais par contre, maintenant, il stagne, voire il baisse légèrement si on prend en compte sans doute les intérimaires. Si on regarde la part de la France dans la production industrielle européenne, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière européenne, mais pareil, en fait, on a interrompu depuis 2017 une baisse qui datait depuis le début des années 2000. Donc on l'a interrompu, mais on n'a pas reconquis forcément le terrain perdu. On a le même type de dynamique. On regarde la part de la France des exportations de produits industriels européens. En fait, on a vu une baisse, une tendance baissière assez forte entre 2000 et 2017-2018. Là, on l'a stoppé. Alors il y a eu une marche avec le Covid. On a endigué la baisse. Mais bon. Par contre, on a endigué la baisse. Donc voilà, donc on n'a pas forcément de réindustrialisation, mais déjà, on a arrêté sans doute de ces désindustrialisations. Bon, le verre à moitié plein du côté d'Olivier Rodoulès. Patrick Artus, vous croyez à la réindustrialisation de la France? Oui, mais à nouveau, même question. Je répète ce que j'ai dit il y a quelques minutes, ça repose sur un tout petit nombre de secteurs industriels. Oui. Donc on a une industrie de l'armement très forte, on a une industrie de l'aéronautique très forte, on a une industrie du luxe qui regagne des poils de la bête, on a une pharma qui est décente. Et puis le reste. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on n'arrose pas le sable, mais concentrons-nous sur nos atouts. Oui, mais la question, c'est c'est pas. Si on était un petit pays, ça serait assez d'avoir 3 secteurs industriels sur lesquels se reposer. Dans un grand pays, d'un pays de 70 millions d'habitants, c'est pas beaucoup d'avoir 4 secteurs industriels dynamiques, quoi. Vous croyez à la réindustrialisation, Sylvie? En fait, encore une fois, on avait réussi à inverser la tendance et là, on s'est arrêté. Donc, non, dans le contexte actuel, c'est vraiment délicat. Encore heureux qu'on a ces fleurons nationaux, mais c'est vrai que pour le reste, et puis il y a une multitude. Donc, on a parlé beaucoup de l'incertitude, mais on est quand même, en termes de coût du travail, d'impôts qui pèsent sur les entreprises, on est encore un pays complètement atypique, ne serait-ce que par rapport au reste de l'Europe. Donc non, c'est un vrai souci. Et puis, il faut faire attention à cette espèce de consensus qui s'est développé, qui a la mauvaise grande entreprise et la bonne PME. Oui. Ça, c'est complètement ridicule comme argumentation, quoi. Je veux dire. Et d'ailleurs, si on regarde les projets fiscaux du Rassemblement national, c'est de taxer plus les grands groupes et de pouvoir détaxer. Impôt sur les PME ont des chiffres d'affaires qui viennent des grands groupes, quoi. Je veux dire, faire scinder l'économie en deux et faire ce conflit PME contre grands groupes, ça n'a absolument aucun sens économique.